Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Info 7. Nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et surtout avec ce carnage à Komanda où plus de 40 morts, des blessés, mais aussi on signale des incendies dans cette partie de l'Est de la RDC. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau le porte-parole de l'Église du Christ au Congo, ECC. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame. Non. Pasteur Eric Singa, comment se porte l'ECC? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes dimanche. Nous avons eu les cultes sur l'ensemble de notre territoire. C'est déjà l'élément important pour nous. Quand la mission évangélisatrice est bien exécutée, nous sommes en train de conduire la session au niveau des universités. Donc c'est la mission éducationnelle. Les enfants sont en train de se préparer pour l'épreuve des examens d'État qui commencent déjà demain. Déjà demain lundi. Nous avons prié pour eux, nous les avons accompagnés et tous ces enfants qui sont dans les écoles protestantes bénéficient toujours de la prière exceptionnelle avant cette épreuve. Donc la mission éducationnelle aussi est bien accomplie. Nous sommes dans différents projets de développement communautaire et ça c'est la mission diaconale. Et la mission prophétique également se porte très bien. Nous sommes en train d'accompagner l'initiative du pacte social pour la paix et les bien-vivre ensemble. Alors, je pense que ceux qui nous suivent maintenant vont se rendre compte que le pasteur Eric Singa continue avec sa mission évangélique parce que l'opinion estimait que le pasteur Eric Singa est désormais politique. Ah non. Qui est engagé pour cette mission évangélique. Non, je pense qu'au niveau de l'Église du Christ au Congo, il est bien de le rappeler que nous avons 4 principales missions, donc comme je l'ai dit, et souvent on fait cette confusion entre la paroisse, qui est le lieu de notre pastoral pratique, et l'institution Église du Christ au Congo. Donc Église du Christ au Congo, c'est l'ensemble des 103 communautés membres de l'ECC, y compris les aumôneries universitaires, militaires, de la police, des prisons, des hôpitaux et des organes associés. C'est cet ensemble, un grand ensemble, qui est en fait une plateforme regroupant ces communautés et structures protestantes au Congo qu'on appelle Église du Christ au Congo. Ah donc, vous voulez dire que certains Congolais ont cette confusion? Effectivement, parce que je l'entends souvent. Ah, vous l'avez déjà entendu, politique hein? Beaucoup de fois, ouais. Mais ils font la politique. D'ailleurs, qu'on ne fait même pas la politique au sens strict. Nous sommes dans une mission prophétique qui a un pied sur le champ des sociétés. On appelle ça chez nous les questions des sociétés. Et ce qui les sous-tendent, c'est notre doctrine de la pensée sociale. C'est cela aussi l'avantage de l'Église protestante, par exemple, qui n'a pas seulement dans sa doctrine des lignes évangélisatrices, mais dans sa doctrine, elle organise aussi la pensée sociale, c'est-à-dire les actions que l'Église doit mener en société. Et si vous lisez des auteurs tels que Eric Fromm, qui est un sociologue important, mais aussi théologien, il disait toujours que Jésus-Christ annonçait le message en tenant compte de la situation sociologique de chaque peuple. Donc, même Christ, Marc chapitre 6, vous verrez qu'il annonce l'évangile et quand il constate la faim dans la foule, il demande à ce que l'on aille chercher à manger. Et les disciples n'étant pas en mesure de le faire, il a lui-même prié et multiplié le pain. Donc il n'a pas résolu simplement les problèmes spirituels, mais aussi les problèmes du ventre. Alors, dites-nous, quelle est la dernière fois que vous vous êtes retiré pour être en communion avec Dieu? Une question qui vous fait rire? Ben écoutez, le pasteur Eric, si c'est une question personnelle, est avant tout chrétien. Donc, votre intimité en tant, parce que je rappelle que vous êtes aussi responsable d'une église. Exactement. Hein? Donc, en tant que je commence d'abord à la base, c'est-à-dire avant même d'être pasteur, ça ce sont des charges. Mais nous sommes d'abord chrétiens et tout chrétien normalement converti et formellement engagé doit avoir des pratiques qui sous-tendent le sens de sa relation avec son Dieu. Entre autres, les moments de retrait de prière, des moments
des jeunes, des moments aussi, des actes qui accompagnent la foi, c'est-à-dire la solidarité avec les uns et les autres. Il y a tout ça. Donc ça, nous le faisons en tant que pasteur, mais comme vous le savez, la déontologie et même la Bible, la doctrine ne nous autorise pas de venir mettre sur la place publique des questions qui relèvent de votre intimité avec le Seigneur. Mais parce que la communauté estime que vous êtes maintenant préoccupé par la politique, en train de monter, descendre avec votre projet, les pactes sociaux pour la paix, et que certains Congolais pensent que vous n'avez plus assez de temps pour être en intimité avec Dieu. Non, l'intimité ne se déclare pas, mais elle se vérifie, elle se manifeste, elle s'éprouve. C'est sur le terrain pratique qu'on peut dire si quelqu'un a ou non sa vocation. Et là, puisque vous posez cette question, il faut venir peut-être voir comment nous menons notre vie ou comment nous exerçons notre sacerdoce. Et donc, chaque dimanche, comme l'année les cas aujourd'hui, je viens. Ah, vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous avez prêché? Voilà, j'ai pas seulement prêché, mais j'ai administré les actes pastoraux, notamment la scène, la présentation des enfants. Donc, ce sont des actes pastoraux. C'est pour vous dire que nous sommes pleinement dans les sacerdoces. Vous n'êtes pas politique. Jamais, et alors jamais, une fonction ne remplacera notre identité sacerdotale, car elle est substantielle. Donc, même si nous avons des charges un jour dans la société, aucune de ces charges nous donnera assez de dignité telle que la révérence que nous avons reçue de la part de l'Église institutionnelle, le pouvoir d'agir au nom de Dieu. Ça, même si on devient président de la République, aucune fonction ne peut remplacer celle-là. Alors, pasteur Eric Senga, l'Église du Christ au Congo, votre communauté est pourtant issue de la réforme ayant jugé donc certaines pratiques de l'Église catholique non conformes selon vous, notamment la confession des péchés devant un homme. Mais actuellement, on assiste à un mariage ECC-SENCO. Ce qui vous divisait hier n'existe plus aujourd'hui. Nous n'avons jamais été divisés sur des questions de doctrine, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'écuménisme, voyez-vous, c'est-à-dire même que si vous voulez bien sur des questions théologiques, parce que vous y êtes, quand vous revenez au 15e siècle, si vous voulez bien, ou au 16e siècle, la scission de l'Église reste justement sur des questions de doctrine, purement des doctrines. Mais dans l'évolution de l'histoire de l'Église, vous allez vous rendre compte qu'on n'a jamais été, que c'est sur le plan universel, les deux églises sont restées aujourd'hui dans une collaboration écuménique, comme nous le faisons. Donc, par les passés, c'était plutôt des options sur des questions des sociétés. C'est comme, je pense que c'est à cela que vous faites allusion. Donc, le leadership que nous avions, compte tenu des enjeux de l'époque et du rôle que l'Église jouait, c'est tout à fait normal que ces rôles s'avéraient un peu, je ne dirais pas opposés, mais éloignés du paradigme de la mission prophétique de l'Église catholique de l'époque. Mais aujourd'hui, depuis 2018, 2017 même, je peux dire, je pense qu'il y a eu un grand travail qui a été fait. Ça ne commence pas ici à l'intérieur. Nous avons eu une grande mission qui est venue des Vaticans, du Conseil œcuménique des Églises du monde qu'on appelle COE, de la Conférence des Églises de toute l'Afrique qu'on appelle CETA. C'est trois grandes délégations catholiques et protestantes qui avaient commencé les discussions au niveau mondial pour essayer d'accompagner les églises, les deux grandes églises du Congo, dans la mesure où ces discussions se sont rendues compte, en fait, ces organisations au niveau international et régional s'étaient rendues compte que pour l'essor du Congo, il faut une complémentarité entre les deux églises. C'est comme ça que nous sommes mis d'accord en 2017 déjà, en 2018 on a formalisé les choses, et donc c'est une collaboration institutionnelle qui ne se limite pas sur les individus. La preuve, c'est que aujourd'hui la SENCO a un autre président. À la tête de la SENCO, nous avons connu Monseigneur Marcel Otembi qui était président. Nous collaborions. Aujourd'hui, nous avons le président Marcel Fulgence Mouteba. La collaboration continue. À l'époque, le cardinal Lambongo était le vice-président de la SENCO. Aujourd'hui, il est cardinal. Donc, ça ne dépend même pas des individus. Aujourd'hui, le président, demain, après-demain, le président Bokundo a pu finir son mandat et partir. Eric Senga finira son mandat et partira. Mais cette collaboration reste institutionnelle, d'autant plus que les deux institutions apprécient à juste titre la contribution qui découle justement de cette collaboration quant à ce qui concerne les questions des sociétés. Alors, à ce jour, comment se portent les relations entre l'ECC et le régime en place?
Normalement, je rappelle ici que le président Félix Tshisekedi est un protestant qui, non seulement il le déclare, mais il le manifeste en même temps, c'est-à-dire, vous le voyez aller à Philadelphie. Philadelphie, c'est une paroisse de la 37e des Églises du Christ au Congo, 37e communauté KDC, donc c'est l'ECC. Et quand il a les temps, il vient prier avec nous à la cathédrale du Centenaire. Donc il n'y a rien de personnel. Il y a autant de protestants aussi qui sont dans les régimes. Aussi, il y a des catholiques. Donc, jamais l'Église en tant qu'institution peut avoir de problème avec les régimes politiques. Simplement, il faut savoir faire la différence entre notre responsabilité d'accompagner l'État ou la nation dans l'exercice de ses compétences constitutionnellement reconnues et notre mission en tant que pasteur ou église. Donc, il y a toujours des nuances à faire, mais nous nous rencontrons, nous parlons bien, nous discutons, nous partageons des moments forts et même parfois des moments difficiles. Alors, vous avez parlé de la cathédrale du cinquantenaire. Alors, il y a aujourd'hui certains Congolais qui, à travers les réseaux, qui estiment que la cathédrale se trouve quand même dans un état de délabrement. Alors, la question est de savoir où vont les dîmes et les offrandes. Je n'ai pas été au courant, je l'apprends sur ces plateaux qu'il y aurait des catholiques, des compatriotes, peut-être des chrétiens, qui auraient fait ces genres d'observations. Mais je signale, il y a les réseaux sociaux, oui. Les réseaux sociaux, mais je signale ici que la cathédrale, si vous l'avez fréquentée, j'inviterai encore les uns les autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a une modernisation, parce que ce soit à l'intérieur de la cathédrale, je ne vais pas vous citer les éléments matériels de la modernisation, mais aujourd'hui, un culte qui se passe à la cathédrale connaît un apport logistique assez moderne. Il y a des écrans, il y a des cultes qui est diffusé en direct, il y a la radio et télévision qui diffuse et qui couvre ces cultes. Donc, le dire ainsi, ce serait quand même trop méchant. Mais j'avoue, comme c'est une œuvre, il y a toujours des besoins, des réflexions, des besoins, et ça c'est tout à fait normal. Et il y a toute une administration, encore qu'il ne faut pas confondre la cathédrale du Centenaire qui a une administration avec un collège pastoral qui gère les choses d'une manière autonome par rapport à l'institution Église du Christ au Congo. Et je pense que si ceux-là qui ont écrit dans les réseaux sociaux des éléments, peut-être que moi je n'ai pas, ils peuvent toujours nous le communiquer. Ce ne serait pas mauvais d'avoir une observation critique si peut-être qu'on n'a pas été attentif à un détail sur l'ornement du temple, sur l'entretien, je ne sais pas de quoi. Ça ne nous gênerait pas peut-être d'améliorer si une telle critique est fondée. Alors hier, la cathédrale était un lieu commémoratif de plusieurs cérémonies du régime, mais depuis un temps, il s'observe un peu... c'est que je peux dire comme une réticence, alors il n'y a plus de célébration, comme c'était la dernière fois, on l'a vu avec le pasteur Ekofo, si je ne me trompe pas sur le nom. Alors, il y a des gens qui estiment que le Saint-Esprit n'est plus au rendez-vous. D'abord, ces cultes officiels sont sollicités par le pouvoir ou les bénéficiaires. La cathédrale, en tant que cadre, est accessible aux communautés protestantes qui sollicitent ou à tous les compatriotes selon le besoin et la disponibilité. Donc, quelqu'un peut solliciter l'utilisation de la cathédrale en tant que cadre. Ça, on peut toujours, il y a des modalités administratives à suivre. Mais c'est différent maintenant si c'est l'Église du Christ au Congo qui organise ces cultes. Alors, le cas échéant, parce que vous faites allusion au révérend professeur Ekofo David, qui va très bien, qui séjourne aux États-Unis, ça a été à la demande du pouvoir. Je rappelle ici, c'était les cultes en mémoire de Mzee Kabila. Mais il y avait plusieurs demandes du pouvoir ou du régime qui étaient en place. Peut-être que la symbolique que donnait l'ancien régime à ces dates n'est plus la même qu'aujourd'hui. Vous comprenez que c'était le régime Kabila. C'est tout à fait normal que ces jours, par exemple, du 16 et 17, notamment le 17, ait une autre symbolique, ou les 16, parce qu'il s'agissait du régime Kabila. Est-ce que c'est la même symbolique que le régime Tshisekedi? Je ne le pense pas. Certains estiment que c'est une preuve que les relations ne sont pas au bon fixe entre l'Église et le régime. Pas forcément. Je me rappelle une fois, par exemple, l'UDPS avait sollicité la cathédrale pour un culte, je crois en mémoire de Papa Etienne Tshisekedi. Cela a été accordé. Donc, comme je l'ai dit, on peut solliciter la cathédrale, on peut solliciter également les services, je veux dire, cultuels
être que les services soient présidés par les pasteurs de la cathédrale, ça c'est fait. Mais nous, comme Église, on n'a pas intérêt à organiser par rapport à ces dates-là un culte. On peut plutôt, et c'est ce qui s'est fait, le 4 janvier, on a des cultes en mémoire des martyrs. Ça, il y a une symbolique qui nous lie à l'âme de la nation. Par exemple, le 30 juin. Ou alors, on peut organiser aussi un culte en mémoire des héros nationaux. Ça peut aussi arriver. Mais généralement, ce sont des demandes qui viennent du pouvoir politique. Madame, Messieurs, place à présent à ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Cet événement mémorable organisé au Jardin des Premiers par la première femme chef du gouvernement congolais Judith Suminwa s'est tenu pour commémorer le centenaire du tout premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba. Célébrer la vie et l'héritage nationaliste de celui qui a donné de son sang pour l'amour du Congo reste le cheval des batailles de Judith Suminwa qui salue l'esprit patriotique du héros national. Comme une étoile filante dans le ciel d'un continent en quête de son indépendance. Son engagement constitue toute une boussole pour notre génération. Parmi les enseignements à tirer de la postérité de son message, nous pouvons noter principalement la défense des intérêts de notre pays à tout prix. S'agissant de la crise sécuritaire que traverse le pays actuellement dans sa partie est, la chef du gouvernement rappelle le combat de Lumumba contre la balkanisation. Au moment où notre pays est confronté à l'agression de son territoire, même si nous sommes résolument engagés dans le processus de paix à travers les mécanismes que vous connaissez, je voudrais rappeler l'actualité de la pensée de Lumumba quant à l'exigence de la lutte pour garantir pleinement la sécurité et la paix contre toute agression extérieure. Présente à cette cérémonie au nom de la famille Lumumba, Juliana, fille du héros national, a remercié le président de la République ainsi que la première ministre pour leur engagement à préserver la mémoire de Lumumba au cœur de l'Afrique. Saluons les initiatives prises pour honorer l'héritage de celui qui a sacrifié sa vie pour la liberté et la dignité du peuple congolais. La reconnaissance de son rôle fondateur dans l'histoire de notre nation témoigne d'une volonté de perpétuer son idéal de justice, de paix et de souveraineté. Nous pensons que la population doit se mobiliser pour dire non aux abus de la SNEL, pour exiger un service de qualité. Nous avons besoin d'un service de qualité. On n'a pas besoin de spectacles tels qu'on le vit actuellement. Nous pensons que les autorités de la SNEL assez avec cette injustice où il y a des quartiers qui sont dans l'éclairage et d'autres sont dans l'obscurité. Donc notre motivation, c'est qu'on nous offre un service de bonne qualité et qu'il y ait de l'énergie à travers la ville, qu'il n'y ait plus de poches noires. Nous en avons marre. Voilà pourquoi cette campagne va s'intensifier dans le district, dans les communes, dans le quartier, pour dire non aux services défaillants de la SNEL. Nous demandons, si les autorités de la SNEL n'arrivent pas à faire ce service, qu'ils démissionnent. On rencontré les autorités de la SNEL, mais la situation persiste. Aucune amélioration n'est observée. D'ailleurs, il était prévu que nous puissions mettre un cadre du travail pour qu'ensemble nous puissions voir tout ce qu'il y a comme problème du côté de la SNEL et tout ce qui est comme problème du côté de la population. Mais ce rendez-vous n'a jamais eu lieu. Nous estimons que nous sommes allés, avant de déclencher tout ça, auprès de la SNEL. Jusqu'ici, le silence est total. Alors, depuis un temps, le régime en place offre quand même des matériels et essaie un peu de mettre les établissements scolaires de la RDC dans de bonnes conditions. Comment est-ce que l'Église aujourd'hui perçoit ces actes du gouvernement, de lors que nous savons que hier, l'Église n'avait pas quand même cessé de monter au créneau en ce qui concerne l'enseignement en République démocratique du Congo? Il faut avouer que l'actuel régime s'investit beaucoup dans l'amélioration des structures et des conditions, notamment de l'enseignement. Vous l'avez dit, nous voyons par exemple à l'UPN, on a réfectionné, on a restructuré
On a même, vraiment, on a embelli. Et pour ça, coup de chapeau, moi, je continue à faire mon plaidoyer pour l'ISTA également, parce que je suis également l'aumônier universitaire à l'ISTA. Et ce serait une bonne chose. Et ça, je crois que je suis en train de faire passer le message à qui des droits. Si de tels actes se multipliaient dans d'autres institutions, ce serait important. Et nous, à l'ISTA, en tout cas, au nom des étudiants de l'ISTA et du personnel de l'ISTA, je fais ces plaidoyers pour que cela continue. Mais en même temps, on a aussi vu au niveau du projet des 145 territoires où le gouvernement a travaillé aussi avec même des églises dans le sens de renforcer les structures. C'est vrai que c'est pas toujours... Même l'église catholique, l'église du Christ au Congo. Oui, même l'église du Christ au Congo. C'est vrai que c'est pas facile compte tenu des réalités du terrain, mais la volonté, en tout cas, il est clair, il faut le dire, que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, s'investit beaucoup, et ça, nous encourageons énormément, mais aussi du côté des structures de santé. Nous voyons également qu'il y a eu beaucoup de structures qui ont été réhabilitées, d'autres qui ont été construites. Ça, c'est quelque chose à beaucoup. Alors, si ce n'est pas un secret, quel a été donc l'apport ou quel est l'apport de l'ECC dans la réalisation du projet 145 territoires? Alors, l'ECC, normalement, joue selon les missions. L'apport a été beaucoup plus au niveau de la diaconie. La diaconie, c'est tout ce qui va avec le développement. Il y a diaconie et éducation. Donc, en tant que partenaire de l'État, l'État a appuyé certaines écoles protestantes qui étaient à réhabiliter. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est sur l'ensemble du territoire et dans les zones qui ont été désignées. Donc, l'apport, c'est justement identifier les structures, mettre en œuvre les projets d'exécution sur terrain et permettre à ce que l'implémentation et la visibilité de ces projets soient également appréciées. Alors, le gouvernement a adopté le projet décret portant modalité d'autofinancement des établissements de l'enseignement supérieur universitaire en RDC. Quelle est donc la position de l'ECC face à cette décision du gouvernement congolais? Bon, je pense que c'est encore en étude. Il y a mon collègue qui est en charge de cette question sur l'éducation, avec toute la coordination, qui est en train de travailler. Je crois qu'au moment opportun, nous donnerons une position officielle. Mais comme je dis, ça ne m'étonnerait pas que ça soit dans la même logique de ce que je viens de développer ici, pour apprécier ces efforts et cette dynamique qui se met en place dans ces domaines-là. Alors, parlons à présent de l'opération de démolition enregistrée dans la capitale de la République démocratique du Congo. Pasteur Exenga, vous vivez à Kinshasa. Certainement qu'il y a eu aussi vos fidèles qui sont victimes peut-être de cette opération de démolition. Est-ce par là que le gouvernement devrait commencer? Alors, pour éviter d'autres inondations comme celle enregistrée dernièrement dans la ville-province de Kinshasa. Alors, à ce titre, l'ECC contribue à deux niveaux. Au premier niveau, ce que nous avons mis en place, un projet de protection et d'amélioration de l'environnement dans la ville de Kinshasa. Ce projet est accompagné ou appuyé techniquement et financièrement par l'Union européenne. C'est un projet qui s'exécute ici dans la ville de Kinshasa. Nous sommes encore dans la phase lancement et mise en place. Donc, c'est un projet qui va beaucoup aider. Et c'est dans le même cadre, ça c'est le deuxième élément, que j'ai vu personnellement avec une délégation, le ministre d'État. Je rappelle que c'était au cours de la semaine. Oui, c'était le lundi de la semaine passée, où nous avons vu monsieur le ministre d'État, Guy Luando. C'était justement pour discuter avec lui dans le cadre de la loi qui a été promulguée. Vous savez que le chef de l'État... La première loi sur l'aménagement du territoire. Et voir dans quelle mesure nous allons mettre en application la politique générale sur l'aménagement. Parce qu'en fait, l'aménagement du territoire fait le relief entre l'urbanisation, les affaires foncières et l'environnement. C'est ça l'avantage. Donc, avec cette loi, ces cadres légaux, nous pouvons aujourd'hui bien structurer. Et c'est pourquoi nous avons évoqué, je crois que Dieu aidant la semaine qui va suivre, qui va commencer, nous aurons l'audience avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, parce que voilà, nos équipes ont déjà vu le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons aussi écrit au président de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe, qui a même déjà répondu à cette lettre, à cette correspondance. Nous avons écrit à la première ministre
Et aussi, ces services sont déjà accusés de réception. C'est pour vous dire que l'Église du Christ au Congo se déploie efficacement pour accompagner, parce qu'on ne peut pas avoir des démolitions sans un plan structuré et un plan opérationnel bien chronométré. Il y a plusieurs paramètres qui nécessitent des études de base. Dans le cas de ces projets, nous avons déjà mené des études de base parce que le projet vise à réduire les taux de pollution de l'air, des sols et des eaux. Donc, c'est vraiment un projet important qu'on va appeler Pacte citoyen. Un projet pour donc faire face au réchauffement climatique? Voilà, la réduction du taux de pollution d'un côté, mais aussi la rationalisation des déchets. Vous savez que Kinshasa produit par jour près de 10 000 tonnes de déchets. Donc, le projet va s'accentuer sur l'élaboration des plans locaux ou des plans municipaux d'aménagement des territoires, d'urbanisation et d'assainissement, mais aussi le projet va lancer une vaste campagne d'éducation civique autour du concept éco-citoyenneté, et nous aurons des ASEC, c'est-à-dire des ambassadeurs au niveau des écoles, des ambassadeurs au niveau des universités et des associations de quartier ainsi que des églises, des mosquées, tout tendance pour lancer une vaste campagne, disons, de sensibilisation et responsabiliser par la suite les citoyens par rapport à cette situation. Et le troisième résultat, si vous le permettez, ça sera subventionner les structures qui travaillent dans les domaines de protection de l'environnement, surtout pour donner un peu l'occasion à l'émergence des nouvelles technologies, surtout des nouvelles innovations en matière de gestion des déchets. Est-ce que vous envisagez étendre ça à travers la RDC ou vous allez seulement vous limiter à Kinshasa? Bon, c'est encore en phase pilote. Nous commençons. C'est pour 4 ans pour Kinshasa, mais les discussions justement qu'on aura avec les gouvernements, parce que c'est des questions de souveraineté. Il ne faut pas seulement que les bailleurs externes ou les partenaires extérieurs nous appuient dans une telle logique. Surtout que l'idée, notre contribution, c'est de renforcer l'engagement citoyen et d'éduquer la masse par rapport à une mobilisation massive. Je rappelle ici que le chef de l'État l'a dit au cours du Conseil des ministres de ce vendredi, où il en appelait à une mobilisation collective sur cette question qui dérange normalement. Parce qu'aujourd'hui, il faut signaler que Kinshasa est en train déjà de sentir les conséquences du réchauffement climatique. Au-delà de ça, mais nous tombons dans l'injustice sociale. Parce que vous avez fait allusion aux démolitions. Parce que si tout cela n'est pas encadré, les gens ne sont pas sensibilisés, on risque de voir du mauvais côté la chose, alors que normalement, c'est fait pour aider. Et vous l'avez aussi signalé, les effets du réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous sommes en pleine saison sèche, mais on a l'impression que ce n'est pas la saison sèche. Donc, c'est une question vitale et transversale qui nécessite notre engagement collectif, comme le gouvernement l'a dit, et laisser dans cette dynamique. Donc, au travers de la commission Justice, Paix, Sauvegarde de la Création, nous allons travailler avec d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux, internes et externes, pour apporter notre modeste contribution à cette question. Alors, depuis un temps, quand on voit le pasteur Eric Senga, on voit les CC, on voit également le Monseigneur Donatien Cholet, identifié aujourd'hui pour le pacte social pour la paix. Où en êtes-vous aujourd'hui avec ce projet? Alors, le projet évolue bien. Nous avons obtenu 3 résultats à cette étape. Ah, déjà? Le premier résultat, c'est que nous avons fait des consultations au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Je rappelle juste des mémoires que nous avons vu, c'est la seule initiative, que ce soit sur le plan national et international, qui a pu organiser des consultations à cette échelle. Donc, on a vu. Mais c'était aussi parti vite. Hein. C'est ça la clairvoyance, c'est ça l'avantage. Comme si déjà vous étiez en contact, comme si les CC de la Senco étaient des prophètes des malheurs qui savaient déjà ce qui devrait arriver. Par contre, c'est des églises qui travaillent de manière systématique et structurée. Ça prouve justement qu'ils ne sont pas en train de faire de l'improvisation ou de l'opportunisme. Nous avons des structures qui travaillent déjà pendant des années sur ça, les commissions pendant des années déjà. Je rappelle que ça fait 3 ans que nous avons mené et des plaidoyers depuis 2021, 22, 23 en Afrique, en Europe, en Amérique. On a même parfois travaillé avec les gouvernements par rapport à cela. Donc, nous, ce n'est pas une question parce qu'aujourd'hui, Goma est tombé. Non, nous avons commencé à travailler là-dessus. Je rappelle qu'en 2020, déjà, lors de du 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping,
l'Église protestante avait organisé une grande activité ici à Béatrice Hôtel. L'idée, c'était de voir comment mettre en place les politiques générales, ou la politique générale, si vous voulez bien, de la justice transitionnelle. Cette activité avait connu la participation, voilà, vous vous rappelez parce que je suis passé par vos médias, nous en avons parlé à l'époque avec Dr Mukwege, le prix Nobel qui était impliqué. Je me rappelle que j'étais aussi dans la salle, j'avais participé à cette activité. Et à la suite de ces travaux, nous avions mis en place une commission scientifique composée des professeurs, parce que nous étions appuyés par l'ambassade de Suisse à l'époque, et nous avions finalement convenu que les professeurs Lozolo Bambi, que je salue d'ailleurs en passant, soient à la tête de cette équipe. Et une équipe, je peux vous avouer, qui a fait un travail remarquable. Aujourd'hui, les propositions... Même si vous n'avez pas communiqué, hein, voilà pourquoi c'est là que j'en viens. Voilà pourquoi aujourd'hui les Congolais estiment que vous êtes à la base de ce qui se passe dans la partie est. Oui, je pense que les défauts, c'est aussi, comme vous le dites, parfois on ne communique pas assez. Nous faisons beaucoup de choses et par modestie, on se dit nous sommes église, et plus on ne communique pas, plus on laisse la place à la rumeur, on laisse la place, mais les gens ne savent pas que nous travaillons fondamentalement. Laissez-moi vous dire, madame, le travail qui a été piloté de main de maître par des professeurs, à la tête desquels il y a les professeurs Lozolo Bambi, est déjà là disponible. Donc, il y a le projet sur le mécanisme de justice transitionnelle qui ont été proposés, ces mécanismes, et il ne restait que la phase institutionnelle. Donc, il faut qu'au niveau du Parlement, qu'on décide urgemment de qu'est-ce que nous faisons de ces politiques. Est-ce qu'il faut prendre une résolution, un cadre légal, une loi cadre ou quoi? Et au niveau exécutif, il faut saisir les conseils de sécurité pour faire avancer l'agenda. Donc, c'est pour dire, l'Église du Christ au Congo a pris le leadership. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvé à la tête du consortium des confessions religieuses pour la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle en RDC. Et c'est ce travail que nous avons fait conjointement avec ces éminents professeurs, j'insiste encore, aujourd'hui. Maintenant, si nous pouvons revenir à ce que vous dites, quel est le grand problème? Le problème, c'est que nous n'avons pas une stratégie structurée en tant que pays. Nous sommes dans une approche fragmentée et parfois opportuniste. Nous réagissons, nous n'anticipons pas. C'est quand une situation devient grave, qu'on commence à coller les morceaux, que les initiatives commencent à gérer ses prévoirs. En RDC, ça ne trouve pas tout son sens. En tout cas, c'est l'une des faiblesses de nos systèmes. Et parfois, lorsque un problème, c'est comme quelqu'un qui a une plaie, une fois qu'on met les médicaments au-dessus de la plaie, une fois que ça donne l'impression que la plaie s'est cicatrisée, sans s'en rendre compte qu'à l'intérieur, la plaie peut encore être là. Donc, nous nous arrêtons par là. Donc, ici, aujourd'hui, les problèmes, parce que vous avez parlé du pacte, nous avons été accusés. Non, l'ECC, la SENCO, reste cohérente dans une logique. Je rappelle ici qu'en janvier, quand nous nous disions déjà qu'il était important de privilégier une approche dialectique entre Goma et Kigali, beaucoup ne nous comprenaient pas. La Bunagana a été déjà tombée, hein, je rappelle. Bunagana était déjà tombée depuis longtemps. Et certains territoires déjà occupés par les... Déjà à cette époque, quand nous voyons ce qui se disait au niveau international sur l'option diplomatique par rapport à l'option militaire, des discussions qu'on a eues au plus haut niveau, déjà en 2022-2023, quand on voyait ce qui s'est passé sur terrain par rapport aux réalités, je ne vais pas rentrer dedans, vous connaissez ce qui s'est passé jusqu'à ce que Goma et Bukavu soient pris. Quand nous voyons aussi la fragilité au niveau du corps social, des leaderships qui devraient normalement accompagner cette question comme une cause nationale, mais ça devenait plutôt une question politisée, où il fallait s'attaquer au gouvernement, s'attaquer au leadership. Mais à un moment, sans le cacher, on a vu quand même ces bras de fer entre le gouvernement congolais, la SENCO et les CC également. Hein. Donc, sur cette question, les gens estiment que votre ennemi commun, SENCO et CC, c'est Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir décidé d'appliquer cette disposition qui est donc légale, constitutionnelle, la gratuité de l'enseignement des bases. Pas une question qui vient de moi, mais des Congolais qui estiment que c'est là le problème entre vous deux, donc le couple ECC-SENCO et le régime Tshisekedi. Bon, il y a toujours des raccordements frauduleux, excusez-moi de le dire comme ça, parfois dans notre raisonnement collectif, hein, parce que justement, on n'est pas dans des coordinations stratégiques. Comment ça?
on fait des raccordements. Les gens n'ont pas la capacité par moment, enfin, capacité, ce serait trop dur. Parfois, on n'a pas cette subtilité de savoir différencier un discours dans son contexte social. Lorsque nous parlons, par exemple, où nous dénonçons, je prends un exemple précis. Nous avons été l'une des principales missions d'observation électorale, et c'est CCNCO. Le travail que nous faisons comme mission d'observation électorale est régi par les normes et les standards. Il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des pratiques que nous allons observer qui sont conformes à la réglementation de ces domaines. Mais cela n'est pas à confondre une mission d'observation électorale et quand l'Église en tant qu'institution prend position par rapport à une question liée à l'environnement ou une question politique. Maintenant, la difficulté dans l'opinion, c'est qu'on mélange les tout. Parce qu'un jour, on s'est prononcé sur une question X des sociétés, on pense que soit on fait allégeance au pouvoir ou on est corrompu par les pouvoirs. Mais les gens ne comprennent pas que ce que nous appelons mission prophétique s'adapte au contexte. Et donc, vous voulez dire que c'est à tort qu'on vous accuse? On n'a jamais été opposé avec le gouvernement pour ces motifs qui sont évoqués de manière, je dis vraiment accidentelle. Non, nous avons des questions. Et c'est ça le rôle de la société civile et c'est ça la mission prophétique. D'ailleurs, en droit constitutionnel, on appelle la société civile le groupe de pression. Le rôle de la société civile, c'est justement de rappeler aux gouvernants le principe, le règle, les cadres juridiques qui nous régulent ou qui nous encadrent ou nous régissent. Voilà. Donc, notre rôle, c'est comme ça que ça donne l'impression d'être proche de l'opposition. Parce que quand la société civile doit faire son travail d'interpellateur, d'éveil des consciences, ou alors d'appel à des initiatives, il se trouve qu'il y ait coïncidence avec les besoins ou les attentes de l'opposition. Parce que quel est le rôle de l'opposition? L'opposition vise à critiquer le pouvoir, vise à démontrer les contraires de ce que fait le pouvoir. Et si le pouvoir pose un acte qui est soit loin de la loi ou contraire à la loi, ça donne l'impression de se rapprocher de l'opposition. Mais en réalité, nous n'avons jamais été de l'opposition, ni des soutiens de l'opposition. Mais c'est des coïncidences d'intérêts sur des questions sociales, sur des questions de société. Et voilà comment je peux... Alors, on va continuer avec ce débat juste après ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir en tant que ministère de la Justice de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. Le procès du célèbre Moutamba, c'est un procès qui ne peut pas aller à l'action pénale. C'est vraiment une action judiciaire de manière administrative. Donc, il faut vraiment éviter des confusions et nous demandons à la justice congolaise de se ressaisir pour voir que là où il y a eu des fautes administratives, que ces procès soient ramenés à la procédure administrative civile et qu'il n'y ait pas de poursuites pénales et qu'on se réconforme à ce qu'on appelle l'administration. Chacun commet les fautes. Moutamba a commis les fautes peut-être administratives et pour cela il n'a pas volé. Quand quelqu'un commet une faute administrative, cela ne peut pas être assimilé à un vol et qu'on évite cet acharnement qui existe dans ces procès. Vous l'avez suivi, même les juges sont dans la confusion. Alors évitons la confusion pour donner l'espoir à la jeunesse congolaise.
Alors, vous avez dit que vous n'avez rien contre le pouvoir, mais dernièrement, vous avez été reçu par le président de la République et juste après, on vous a vu continuer avec vos consultations. On se rappelle que le président de la République avait demandé à l'ECC et Sango et la Senko de se mettre ensemble avec les autres confessions religieuses. Pourquoi vous ne l'aviez pas encore fait jusqu'à ce jour? Alors, je disais tantôt que nous avons à ce jour 3 résultats. Les consultations ont été faites. Deuxièmement, la reconnaissance de l'initiative au niveau national, régional et international. Et troisièmement, l'acceptation dans l'opinion publique du besoin ou de la nécessité du dialogue. Parce qu'en janvier, quand nous parlions de cette approche dialogique, beaucoup ont pensé que nous étions traîtres. Nous voulions justifier la rébellion. Nous voulions, je ne sais pas moi. Jusqu'à présent, certains Congolais n'acceptent même pas votre démarche. Mais en même temps, le même Congolais accepte de parler accord Doha. Ils acceptent de parler accord Washington. C'est là aussi la contradiction. Donc, vous ne pouvez pas en même temps dire nous ne voulons pas du dialogue, mais vous vous félicitez de l'accord de Washington. Mais Washington, c'est l'aboutissement d'un dialogue. C'est l'aboutissement d'une approche diplomatique. Doha que nous attendons de tous nos voeux. C'est encore une fois l'aboutissement d'une étape du dialogue interne. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans les jeux de langage. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il est clair que nous devons aller dans un dialogue inclusif. Puisque vous parlez de nos frères, c'est pourquoi je l'évoque, nous sommes déjà en train de discuter avec eux. Ah, vous avez déjà rencontré les autres confessions et d'ailleurs, je vous révèle, avant même de structurer l'initiative, nous avions déjà discuté avec quelques leaders de ces confessions religieuses, avant même la publication de la feuille de route. Lors des consultations, après l'audience avec le chef de l'État, en février, nous sommes allés, c'était d'ailleurs à l'Armée du Salut, où nous avons rencontré nos frères qui sont dans cet espace de confession religieuse. Donc, nous avons vu l'évêque Ejiba, qui avait été le représentant, qui nous a reçus avec toute l'équipe qui était là. Donc, depuis le début, pour nous, ça n'a jamais été une question de refus. Mais par contre, ce qui a choqué, pas nous, mais ce qui a choqué l'opinion publique, c'est le fait que nous allions vers nos frères pour demander justement leur contribution et qu'ils se montrent ouverts en disant « nous allons réfléchir et nous vous reviendrons avec des contributions », mais que cela tourne dans l'opinion publique comme étant des attaques, comme étant le rejet de l'initiative. Ah, donc les autres confessions religieuses avaient promis de revenir vers vous, vers les CC Sanko. Effectivement, les jours nous sommes allés les voir lors des consultations. Alors, comme vous affirmez que vous avez dialogué langue avec eux, vous avez quand même appris qu'il y a également une autre démarche de ce côté-là avec la SUMI. Je n'ai jamais appris, je n'ai jamais été en contact de cette intention ou initiative. Il y a une initiative pour la paix également. Je n'ai jamais été en contact, je ne sais pas, je n'ai pas encore suivi, j'entends que ça s'est dit comme ça. Quand je dis je n'ai jamais été en contact, c'est-à-dire les documents par exemple. Ou être consulté, ou être approché, mais pas encore. Après il faut qu'on définisse quand même les règles ou les critères d'une initiative de paix. Quand est-ce qu'on parle d'une initiative de paix? Est-ce que dans l'expression publique d'une intention? Est-ce que par l'écriture d'un document sur papier? Ou une initiative de paix obéit à des conditions et des étapes? Si nous parlons aujourd'hui du pacte social, c'est parce qu'il a été d'abord conçu, structuré et opérationnalisé. C'est la même chose de l'autre côté. Et au niveau de l'opérationnalité, je ne fais pas la comparaison, au niveau de l'opérationnalité, je vous ai dit, nous avons fait des consultations au niveau national. Au niveau national, nous avons été avec les non-armés, société politique, société civile. Vous avez été avec Nanga. Nous sommes allés à Goma. Nous avons fait les tours. Ce n'est pas du spectacle, mais c'est ça la validité, les fondements de la validité d'une initiative. Parce qu'une initiative de paix doit toujours se mesurer au paradigme du défi. Il faut commencer par là. Quels sont les défis face auxquels nous sommes confrontés? Et cette initiative doit être une réponse holistique et adéquate par rapport aux défis en présence. Donc, aller dans ces pays, ce n'était pas par plaisir d'y aller,
Mais nous avions identifié les pays... C'était vraiment vite parti, surtout rencontrer Corneille Nangaa et les autres, c'était vraiment vite parti. Hein. L'avantage, comme si depuis tous ces temps, vous étiez en contact avec Corneille Nangaa et que vous saviez déjà ce qu'il devrait faire dans cette partie. L'avantage, c'est d'être SCC Senco, c'est ça aussi l'avantage. C'est-à-dire quoi? Vous avez un ancrage national, vous avez un ancrage international, vous avez une crédibilité. Madame, vous pensez que l'on peut obtenir des audiences avec des chefs d'État? Il y a des officiels qui ne rencontrent pas les chefs d'État. Ça, je vous l'ai dit. Qu'on se l'ait dit, sincèrement. Voilà pourquoi certains Congolais s'inquiètent. Non, ils doivent plutôt féliciter... Cette facilité de contact-là, vous avez contacté des chefs d'État, c'est vrai, hein, que certaines autorités n'ont pas encore rencontré. Ça choque les Congolais d'une certaine catégorie, mais c'est un sujet de félicitations, d'admiration pour des églises et sœurs d'Afrique. N'oubliez pas que SCC Senco appartient à des organisations régionales, sous-régionales et internationales. Pourquoi vous n'avez pas cessé les autres confessions religieuses? Je veux finir d'abord ces points-là. Parce que vous faites bien de le dire, hein, ça choque. Mais oui, ça choque parce que les gens n'ont pas une bonne lecture. Ça devrait plutôt être vu comme un acquis pour la République. J'ai toujours entendu ces débats-là. Ah, vous faites ici, le pays est laïque. Dans d'autres pays, ce n'est pas faisable. Madame, est-ce que vous pensez que tous les pays africains ont la même capacité de mobiliser les chefs d'État, les églises d'Afrique, d'Europe? Et il n'y a pas que les chefs d'État qu'on a vus. On a vu les chefs de gouvernement, on a vu des institutions et des organisations internationales. N'oubliez pas que nous sommes arrivés jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. N'oubliez pas que nous avons vu les secrétaires généraux des Nations Unies à New York. Mais justement, au niveau de l'ONU, par exemple, si vous arrivez à Washington, voilà, je vais vous dévoiler. Si vous arrivez à Washington, en face de la Maison Blanche, il y a le bureau de l'église protestante. Ça ne dit rien? Ça dit justement la proximité que nous avons en termes de notoriété. Quand vous arrivez à New York, en face du siège des Nations Unies, vous trouverez les bureaux et le siège. C'est pour vous dire seulement que les deux églises institutionnelles n'ont pas la force seulement sur le plan national. C'est des églises institutionnelles aussi sur le plan international. Et ce que vous entendez parler, ce qu'on appelle ici la commission justice et paix. Lorsque nous faisons par exemple des missions de plaidoyer, que ce soit en Europe, en Amérique, mais ce sont ces commissions-là, les collègues de ces commissions-là, qui s'occupent des questions des sociétés, qui sont comme des ambassadeurs de l'Église et qui discutent avec les autorités publiques ou politiques. Donc, l'avantage aussi que nous avons, c'est que nous ne sommes pas seulement des églises dans la dimension mouvement ou des communautés entendues comme mouvements religieux, mais nous sommes aussi des institutions avec des représentations. Quand vous arrivez à l'Union africaine, vous trouverez qu'il y a un siège réservé pour un délégué de la conférence des églises de toute l'Afrique à laquelle nous sommes membres. Donc, nous avons des canaux diplomatiques officiels. Si nous voulons atteindre un chef de l'État, nous avons des canaux diplomatiques. C'est pourquoi il faut respecter ces institutions, à ne pas tout le temps vouloir les salir, parce que vous n'imaginez pas l'image. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse, le cardinal Ambongo, il est aujourd'hui à la tête des conférences épiscopales au niveau de l'Afrique. Mais c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi une fierté. C'est-à-dire, au-delà de tout, ce n'est pas seulement la voix de la RDC, mais c'est aussi la capacité du leadership que nous montrons. D'où, si aujourd'hui nous considérons Doha, en notre sens, c'est un acquis. Et ça, il faut reconnaître la diplomatie du président Félix. Si nous avons Washington, c'est encore une fois le mérite de la diplomatie classique, qui est la diplomatie menée par les gouvernements. Et ça, c'est un acquis. Nous ne pouvons tout dire, nous pouvons tout reprocher, mais il faut admettre aujourd'hui que la RDC n'a jamais été aussi à ces niveaux de visibilité dans les débats publics sur le plan international. Ça, nous qui faisons de la diplomatie parallèle, nous pouvons en témoigner. Donc, vous arrivez au département d'État américain, au Congrès, au Sénat, vous trouvez quand même que l'agenda RDC est au-dessus de beaucoup d'agendas. Ça, c'est un mérite. Ça, il faut féliciter et c'est un acquis. De la même manière que les églises apportent l'agenda de la RDC au plus haut niveau, maintenant, là où nous devons être intelligents, c'est comment? C'est que nous devrons fédérer ces acquis. Nous ne devrons pas nous fragiliser. Nous ne devons pas continuer à condamner les accords parce qu'on est simplement contre le président Félix
ou condamner l'initiative du pacte parce qu'on est simplement contre les églises. Nous devons plutôt développer une intelligence avérée et avertie pour se dire, mais attention, si nous avons Washington, nous aurons Doha, nous avons le pacte social. Mais ces initiatives sont déjà au niveau international. Et ça facilite justement la cause du Congo. Et ça nous permet justement de trouver des solutions par nous-mêmes avec l'appui des autres. Que de se lancer dans des guerres interminables, de s'attaquer tout le temps. Parce que vous entendez quelqu'un critiquer le pacte, quand vous l'écoutez, aucune critique des fonds. Ils sont dans l'histoire générique. Mais c'est parce que vous-même, vous n'avez pas mis ça à la disposition de toute la population. Aujourd'hui, bien que ça fait déjà 2 mois que vous êtes en train de présenter le pacte social comme une solution pour une paix durable en RDC, les Congolais lambda parlent du pacte, mais sans connaître son contenu. En quelques mots, Pasteur Eric Senga, qu'est-ce que ce Congolais lambda peut retenir de ce pacte social? Qu'est-ce que vous êtes en train de prêcher partout où vous passez en brandissant ce pacte social? Alors, le pacte social n'est pas un document déjà écrit. Ah, il n'est pas encore écrit? Non, le pacte social est une initiative qui va nous amener justement à écrire ce pacte. Okay. Parce qu'un pacte ne peut pas s'écrire par un groupe d'individus ou par des organisations de la société civile seulement. Pour que ça devienne le pacte social, c'est justement les consensus nationaux que nous allons trouver autour des questions que nous qualifions des causes profondes dans une méthodologie proposée par cette initiative. Quelle est cette méthodologie? Il y a 2 étapes. Il y a l'étape scientifique qui va consister à réfléchir avec le scientifique sur ces questions et nous proposer des feuilles de route en termes de chartes, en termes de piliers. 2e étape, c'est la discussion politique, que vous appelez dialogue politique. La différence de tous les autres dialogues antérieurs, c'est que celui-ci, d'après l'approche du pacte social, sera alimenté par l'intelligentsia, le cerveau collectif. Ce qui donnera à ces discussions politiques un caractère rationnel et impersonnel. Okay. C'est-à-dire, le débat ne sera pas autour des agendas des individus ou des groupes d'individus frustrés par X, Y chose. Les discussions, selon notre proposition, sera autour des causes profondes. Pas autour d'individus ou des faits, mais autour de principes, autour des valeurs, autour des causes mieux identifiées. Et ça sera avec qui? Ça sera justement avec les parties prenantes. Et c'est là où nous avons trouvé... Bon, nous avons consulté. En consultant, nous avons vu la classe politique, nous avons vu la société civile, nous avons vu les groupes ou les mouvements armés. Maintenant, il revient à la responsabilité de tous, et c'est le travail que nous faisons maintenant, pour qu'on harmonise la feuille de route dans laquelle on doit déterminer les participants, les lieux, la date ou la période et les thématiques. Mais notez, dans notre proposition, nous avons dit, en termes de résultats, il faut que ces dialogues arrivent à donner la paix. Pourquoi? Parce que pour espérer un vrai processus de paix durable, nous devons finalement clôturer les processus de justice transitionnelle. Vérité, réconciliation, justice, réparation et garantie de non-répétition. Voilà pourquoi nous estimons qu'après les discussions ou les dialogues politiques, il y a une grande étape qui va nous rester. C'est l'étape d'éducation à la paix. C'est l'étape de la réconciliation. C'est l'étape de la justice. Ça, ce ne sera plus notre compétence. Ce sont des juridictions. On va apprécier ensemble quel type de justice. Est-ce punitive ou restauratrice? C'est aux Congolais d'apprécier par rapport aux résultats ou à leur vision du devenir commun. Après cette étape, nous allons maintenant mettre en place le mécanisme des non-répétitions, des garanties des non-répétitions. Parce que tout le monde est fatigué. 30 ans après, on n'a pas besoin que ces cycles ne répètent, se répètent. Non, on veut définitivement mettre fin à ces cycles de violence et arriver à guérir l'âme de la nation et à construire la mémoire collective. On vous accuse aujourd'hui par votre démarche de vouloir dédouaner Paul Kagame pour dire que ce n'est pas le Rwanda qui agresse les RDC, mais c'est une affaire entre les Congolais. Pasteur Eric Senga. C'est ça l'avantage de l'accord de Washington, parce qu'il nous a aidé à régler ces malentendus. Nous considérons cela comme un malentendu. Ce n'est pas de notre responsabilité
de dédouaner ou de faire les jugements des valeurs. Un médiateur dans un processus de paix a comme responsabilité approcher les belligérants ou les parties opposées, à identifier les causes des conflits, à proposer des mécanismes pour améliorer les contextes du conflit au contexte des confiances et à conduire les assises pour arriver au consensus que nous appelons le pacte social. Donc, il ne nous revient pas de dire aujourd'hui, c'est le président Tshisekedi qui est le mauvais, ou alors c'est l'ancien président Kabila, ou non, ça c'est pas notre travail, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, aller vers un acteur, direct ou indirect, majeur ou mineur, ce n'est pas dire valider ou les juger. Quand nous sommes allés à Goma, vous voyez les tollés qui s'en est suivi, parce que les gens ne comprennent pas. Comment allons-nous... Vous voulez à ce que Corneille Nangaa rentre à Kinshasa comme si de rien n'était, après le carnage de Goma, après les morts enregistrés dans la partie Est, donc Corneille Nangaa rentre à Kinshasa pour les dialogues que vous voulez. C'est comme ça que je dis, un processus de paix a ses exigences. Notre rôle d'aller à Goma, autant qu'à Kigali, n'est pas de mettre un jugement des valeurs dans cette posture de médiateur. Notre rôle, c'est de constater qu'il y a la crise, qu'il y a conflit, et c'est de rapprocher par une méthodologie bien précise et structurée, systématisée, pour que nous arrivions à une solution. Donc, ce n'était pas de dire qui a tort, qui a raison. Ça, ce n'est pas de notre compétence, ce n'est pas de notre responsabilité. Nous, la responsabilité, c'est de voir comment on peut aller à des solutions de paix et de manière consensuelle. Certains Congolais, permettez-moi de dire, vous accusent parce que vous l'aviez certainement entendu, mais c'est une occasion à travers cette émission d'éclairer quand même l'opinion et d'apaiser quand même les esprits des Congolais qui estiment que par votre démarche, vous crachez sur les morts. Vous êtes parti, vous avez fait cette tournée, c'est bien. On a vu le CC, on a vu la SENCO, mais après votre démarche, après votre passage, j'allais dire, il n'y a pas eu accalmie. On continue à tuer dans l'Est, mais finalement, il se demande pourquoi vous êtes parti. Parce que vous étiez censé trouver une solution, dire, attendez, nous allons là-bas, nous allons faire rapport, et après, on va revenir pour une paix durable. Notre solution n'est pas une seule étape. Notre solution découlera de l'ensemble des étapes prévues dans notre programmation. Mais vous n'avez pas demandé donc, à ces gens de rester quand même calme, de ne pas tuer, de ne pas enlever. Aller à Goma est une étape. Autant revenir à Kinshasa et exhorter à l'amélioration des conditions de confiance est une autre étape. Donc, dans cette situation, il faut voir les choses de manière globale. Mais je voudrais insister, madame, si vous me le permettez. Tout compte fait, à ce stade, ce débat, à mon sens, est resté derrière nous. Le plus important, nous avons l'accord de Washington. Cet accord règle justement ces ambiguïtés qu'il y a eu. On a l'accord de Washington, on a Doha, mais les Congolais ne veulent pas entendre parler du pacte social pour la paix. Non, c'est simplement... Sauf que certains opposants qui sont d'accord avec vous, qui soutiennent le dialogue, voilà pourquoi il y a cette méfiance au sein de l'opinion congolaise. Non, parfois cette opinion, et ce n'est pas toute l'opinion, comme vous le savez. Ouais, parfois, les gens défendent simplement des postures et des orientations politiques. Parce que, comme je l'ai dit, si vous prenez avec un peu de recul, c'est contradictoire de considérer Washington, l'accord de Washington comme un acquis, mais en même temps de penser que le dialogue serait un scandale. C'est contradictoire. Ça, je suis sur le plan des logiques. Parce que j'insiste, Washington, par son accord aujourd'hui obtenu, nous donne le cadre politique, juridique et diplomatique pour régler les tensions qui existaient entre la RDC et la solution, c'est les pactes sociaux. Non, 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 non. D'abord, ça vide, ça dissipe les malentendus de ceux qui pensaient que parler avec les Rwandais était le fait de la trahison. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir ces discours du moment où il y a un accord qui nous régit avec les Rwandais. Même si le cardinal Fridolin Ambongo n'est toujours pas d'accord avec Washington. Autant que Doha, nous attendons l'accord qui va arriver. Doha, c'est parce qu'il y a l'AFC M23 qui discute avec les gouvernements. Alors, comment vous pouvez en même temps dire que nous discutons avec les gouvernements et l'AFC M23 et en même temps vous dites que parler avec ceux qui sont en Goma serait... Donc, il faut qu'on évite ce genre de confusion. Il faut qu'on aille à ce qui peut aujourd'hui. Les Congolais ont besoin de la paix. Le besoin le plus... Toutes ces querelles de famille, tous ces raccourcis
ne servent à rien. Madame, le plus important, nous avons plus de 7 millions de compatriotes qui sont en errance parce que déplacés. Nous avons des questions humanitaires assez aggravantes. Peut-être ici à Kinshasa, nous parlons, nous nous réveillons dans le calme, mais mettons-nous à la place de ceux qui subissent les affres de ces affrontements. Donc la situation humanitaire est tellement préoccupante. Et ce matin, dimanche, on a signalé le carnage à Kamanda, où voilà, on a 40 personnes. Plus de 40. Voilà. Donc ça doit nous interpeller. Et encore que nous ne parlons que du côté Goma. Et là, vous parlez, ce n'est pas Goma. Vous voyez, du côté Ituri, avec les ADF. Donc la question est plus complexe. Nous parlons de moins en moins de l'Ouganda, l'influence ougandaise et l'occupation de nos territoires. Nous sommes arrivés en Ouganda. Nous sommes arrivés en Ouganda. Nous avons discuté avec M. Thomas Lubanga. Nous savons ce qui se passe au Burundi. Nous avons travaillé là-dessus. Donc, la situation est plus complexe. Il faut que les Congolais, à un moment, arrivent à s'arrêter, à dépassionner les débats et à dépasser nos égos. Ici, il faut sauver le pays. Le plus important, c'est le pays et sa population. Madame, Messieurs, place à ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Chers amis, chers frères et sœurs, arrêtez de projeter ce que vous êtes, ce que vous pouvez, et à projeter ça sur les autres. Si vous pensez qu'on peut vous corrompre, si vous pensez que vous pouvez voler l'argent, mais admettez quand même que pas tout le monde qui peut être corrompu, qui peut voler. On m'attribue d'avoir vu Kolongele, Ebéran de Kolongele, pour organiser cette nomination. Mais quand et comment? Na Molili, na Ndoto, na Kindoki, comment? Alors, ça, oui, organisation, il y a un gouvernement d'union nationale, non. J'ai dit ceci et je réponds maintenant à votre question sur la primature. Je réponds ceci. Je suis congolais. Le pays a des difficultés énormes. Nous devons aller au dialogue. Nous devons aller au dialogue. Si au dialogue, il y a des résolutions qui sont prises au dialogue, il faut être clair, et je participerai à la prise de ces résolutions et j'accepterai parce que nous avons dit les préalables. Quand vous allez au dialogue, il faut dire que toutes les résolutions qui sortiront là-bas, nous allons les accepter, à moins, bon, si vous dites que vous vous essuyez, vous vous essuyez. La société civile de la diaspora congolaise en France se félicite de la signature de l'accord de principe en vue de l'instauration de la paix à l'est de notre pays entre le gouvernement de la République et les mouvements rebelles, l'M23 AFC. Cet engagement constitue une étape importante vers la fin des hostilités qui ont trop longtemps endeuillé la population congolaise. Par contre, nous tenons à rappeler que la valeur d'un accord ne se mesure pas tout simplement à sa signature, mais à sa mise en œuvre, effective, sincère et inclusive. Quand on sait que beaucoup d'accords de paix dans l'histoire récente de notre pays sont restés lettres mortes, faute de la volonté politique et des mécanismes de suivi crédibles. Raison pour laquelle nous appelons le gouvernement de la République à garantir la transparence par une communication régulière sur l'évolution de ces processus. Quant à la communauté internationale, elle doit jouer son rôle de garant neutre dans la mise en œuvre en soutenant les mécanismes de suivi. En fait, la société civile congolaise, tant à l'intérieur du pays qu'à la diaspora, doit demeurer vigilante, mobilisée et engagée dans l'accompagnement de ces processus afin que la paix soit véritablement durable, juste et équitable. Alors, pasteur Eric Senga, même si vous l'aviez dit sur ce plateau que je vous informe qu'il y a une autre démarche du côté de la CIMI, alors comment comptez-vous faire pour vous mettre ensemble
avoir un seul document? Parce que ça gêne quand même les Congolais que nous sommes de voir que les CC, la SENCO est de l'autre côté, la CIME est de l'autre côté. On a l'impression que chaque mois, pour ne pas dire chaque jour, il y a des initiatives qui naissent pour une paix durable en République démocratique du Congo. Madame, et chacun présente son initiative comme une solution pour le rétablissement de la paix. Madame, honnêtement, je pense que les Congolais, nous devons être honnêtes entre nous. Moi, je vous l'ai dit, je pense que vous voyez l'exercice auquel je me livre. La vérité reste vérité. Aujourd'hui, personne ne peut nier la légitimation qu'incarne le pacte social au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Je vous informe que le Parlement européen a déjà pris une résolution qui soutient le pacte social porté par ECC-SENCO. Deuxièmement, le Congrès américain a pris également une résolution qui soutient. Mais troisièmement, un des pays permanents du Conseil de sécurité, notamment la France, a déjà porté au Conseil de sécurité la proposition du pacte. Nous avons discuté avec 3 pays permanents, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Ok, nous nous préparons en discussion avec la Russie et aussi voir dans quelle mesure on va discuter avec la Chine. On ne les fait pas par comparaison. C'est comme je l'ai dit. Donc vous n'êtes pas prêt à accueillir l'initiative interconfessionnelle? Laissez-moi finir peut-être mon idée. Okay, c'est pour vous dire qu'au niveau international, il faut savoir comment les choses se passent au niveau international. La question sécuritaire, la question de cette crise n'est plus qu'une question congolaise. C'est une crise à internationaliser. Peut-être que nous pensons que c'est une affaire des Congolais, nous nous bataillons, nous nous disputons. Mais attention, nous avons 3 armées étrangères sur notre sol. 2 armées officiellement invitées, l'Ouganda et le Burundi, et une armée qui n'est pas invitée par le gouvernement, donc le Rwanda. Plus de 200 groupes Vous comprenez, plus de 200 groupes armés. Donc aujourd'hui, il faut que nous rendions à l'évidence que le pacte social n'est plus... cette initiative n'est plus sujette à des polémiques. Elle s'est déjà imposée comme malheureusement, l'opinion congolaise. Certains Congolais restent réticents quand même. Hein? Mais il n'y aura jamais université, madame. Vous savez, même Jésus-Christ, quand il a prêché, sinon, il ne serait pas arrivé à la croix. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire donc vous préférez 90% des Congolais qui ne soient pas d'accord avec vous? Nous préférons quelqu'un qui nous rencontre sur les fonds. Nous préférons quelqu'un qui nous rencontre sur les fonds. Mais vous avez également le devoir de parler sincèrement à ceux Congolais. Exactement, c'est pourquoi je suis sur votre plateau. C'est ça les devoirs. Et ça, vous faites bien de les rappeler. Les devoirs de vulgariser, de mieux communiquer. Parce que parmi les observations et les critiques qui nous avaient été formulées à l'issue de la première étape, notamment celle de la meilleure communication. Voilà pourquoi la plus haute instance de l'initiative nous a mandaté de pouvoir être présent sur vos plateaux, expliquer, vulgariser. Donc ici, je voudrais d'abord que ce soit clair. Quand nous parlons de l'initiative du pacte, elle n'est pas en train de se débrouiller. Ça fait 7 mois que nous avons fait un travail énorme. Nous avons été à Doha, nous avons été à Lomé, nous avons déjà travaillé en grande partie avec même les médiateurs africains. Nous avons vu les organisations internationales, commençant en Afrique, l'Union africaine, l'EAC, SADC pas encore, l'Union européenne, les conseils de sécurité. C'est quand même énorme. Je crois qu'avec un peu de modestie, on ne peut pas mettre sur pied d'égalité quand même cette initiative avec d'autres. Est-ce que cela signifie que nous n'avons aucune considération des autres? Non, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle nous ouvrons l'initiative aux contributions et aux améliorations. Mais pourquoi vous ne pouvez pas associer les autres confessions religieuses? C'est ça justement, elles sont déjà associées. Non, pas ouvrir seulement, qu'elles soient avec vous. Nous avons déjà commencé des discussions avec eux, madame. Nous avons déjà commencé des discussions. Vous êtes égoïste, pasteur. Vous savez que ça fait 1 mois que nous discutons avec l'équipe de la présence. Ok? Immédiatement après l'audience, le chef de l'État avait mis son équipe. Nous travaillons. Et c'est parce qu'on est discipliné que les choses ne fuitent pas, ni dans les réseaux sociaux, ni dans les médias. C'est ça la discipline et le professionnalisme. Parce que nous travaillons avec des professionnels et nous sommes professionnels
Voilà pourquoi il n'y a pas... Les discussions continuent dans cette équipe-là. Et dans la même dynamique, nous discutons aujourd'hui aussi avec les autres confessions religieuses. Donc, il faut éviter de transformer une initiative aussi délicate en un terrain de polémique. Mais si vous discutez, pourquoi la CIME pouvait aussi mettre en place son initiative? Bon, ce n'est pas à nous d'en juger. Je pense que nous sommes en démocratie. Chacun parce peut que prendre... vous n'êtes pas sincère avec eux dans vos discussions? Je n'ai pas un jugement des valeurs à émettre sur une intention d'un groupe des religieux ou d'une organisation des confessions religieuses. Vous comprenez cela? C'est la déontologie, c'est le respect pour les autres. Mais le plus important, c'est de se poser la question. À l'étape où nous sommes arrivés avec le pacte social, devrions-nous avancer ou reculer? Voyez-vous, c'est ça la grande question. Aujourd'hui, visiblement, vous êtes dans une démarche d'avancer et non reculer. Mais justement, donc il faut avancer. S'il faut avancer, la modestie exigerait que vous vous associez. Et c'est ce que même le chef de l'État a demandé. Le chef de l'État a demandé qu'il s'associe. C'est parmi ses recommandations. Il insiste sur l'inclusivité. Et ça, nous pensons que c'est tout à fait normal. Mais l'inclusivité ne veut pas dire la remise à plat. L'inclusivité ne veut pas dire, madame, vous entrez, vous êtes dans une équipe de football, vous trouvez une équipe qui est en train d'amener 10 à, c'est un exemple quoi, 4-0. Vous entrez, non, annulons d'abord les buts qui ont été marqués parce que moi aussi je suis un bon buteur. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire vous venez renforcer ce qui est déjà bien fait. Là où il y a des faiblesses... Non, bien fait selon les CC et la SENCO. Non, c'est là que j'ai dit non. Vous renforcez ce qui a été bien fait et s'il y a des faiblesses, vous venez renforcer, vous venez amender et compléter. Et nous sommes humbles parce que ce n'est pas une initiative, même si on dit initiative SCC-SENCO, en fait, à vrai dire, c'est l'initiative qui doit déboucher sur l'État, sur la nation. Et de ce point de vue, nous devons prêcher par l'exemple, et nous-mêmes en tant que pasteurs, nous devons prêcher par l'exemple en tant qu'Église. Donc, ce serait aussi contradictoire de notre côté d'appeler les politiciens à un consensus, les appeler au vivre ensemble, les conscientiser sur la défense et l'intérêt supérieur de la nation et que nous ne soyons pas en mesure nous-mêmes de nous mettre d'accord sur des questions préjudicielles, sur des questions pour moi, des procédures ou quoi. Non. Donc aujourd'hui, cette tension, même si vous ne voulez pas le dire, on sent qu'il y a une tension entre le couple SCC-SENCO et les autres confessions religieuses depuis votre départ de la plateforme. Faites un monitoring. En tout cas, je mets quiconque à défi. Okay. Vous attendrez aucunement, que ce soit moi qui vous parle au nom de l'SCC ou mon collègue Cholet, passer dans le média, commencer à s'attaquer aux autres confrères. Je vous mets ces défis-là. Faites un monitoring. Jamais, et même quand nous sommes attaqués, ou même quand nous sommes injustement accusés, ou même quand on déforme la vérité, nous avons toujours la modestie. Les autres vous accusent, vous attaquent, c'est parce que vous parlez d'une tension, c'est qu'elle existe, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'il existe une tension qui soit perceptible. Sinon pas vous serrez rentrer au sein de la plateforme. C'est là que je vous dis, est-ce que vous savez que cette plateforme n'a pas de personnalité juridique? La plateforme telle que vous la présentez aujourd'hui, ce n'est pas à confondre avec une organisation administrative et juridique. La plateforme est un espace de consultation. Ça n'a pas été conçu comme une entité juridique avec un président, avec des organes. Non. Ça, il faut enlever cette confusion-là. Donc, SCC-SENCO, c'est pas une plateforme. SCC-SENCO, c'est deux institutions autonomes, mais qui travaillent dans un cadre de collaboration. Donc, il y a des questions que nous menons individuellement ou de manière subjective comme SCC, et ce n'est pas à confondre avec une plateforme. Et même ceux qui sont, je respecte leur point de vue, c'est la plateforme, mais je rappelle ici qu'elle n'a pas de personnalité juridique pour agir du point de vue des droits. Donc, ce sont les confessions religieuses qui s'offrent un espace d'action commune, d'échange, de consultation. Donc, vous ne pouvez pas nous opposer les groupes de ces confessions religieuses comme étant une plateforme ayant une personnalité juridique. Par contre, l'ESC, c'est une plateforme juridique parce qu'elle est composée de 103 communautés ayant chacune une personnalité juridique et ces communautés se sont subordonnées à la personnalité juridique qui crée l'ESC, régie par une constitution avec des organes qu'on appelle synode national,
comité exécutif national, président national. Il y a 3 organes au niveau national. Donc, ce n'est pas à confondre. Donc, quand le président Bokundoa parle, il parle au nom des 103 communautés, y compris des aumôneries. Maintenant, une communauté de l'ECC qui quitte l'ECC, ce n'est pas pour minimiser, pour aider la population à comprendre. À comprendre, oui. L'église anglicane était une communauté de l'ECC. Quand elle demande son autonomie, aujourd'hui, elle est membre des plateformes de confession religieuse. Donc, elle devient confession religieuse. L'église méthodique, l'armée d'Issali, qui est notre église et sœur, avec laquelle on a de très bonnes relations. Mais ça a été une communauté de l'ECC, communauté numéro 1. Qui a décidé de partir. Aujourd'hui, non, c'est depuis longtemps, mais aujourd'hui, mais c'est une communauté protestante, même dans le monde. L'armée d'Issali, c'est les protestants. Donc, maintenant, si nous partons de cette évidence pour dire, parce que j'ai posé cette question plusieurs fois au pouvoir public, j'ai dit quels sont les critères pour définir une confession religieuse? Qu'appelle-t-on confession religieuse? Donc ça, c'est un autre débat qu'on aura à son temps, parce que si c'est ça la logique... Vous pouvez dire en un mot. Vous pouvez dire en un mot, continuez juste votre... En un mot, les confessions religieuses doivent avoir un critère de définition. Parce que nous sommes en train de créer beaucoup de confusion. Nous respectons les organisations. Il y a plusieurs initiatives qui naissent. Donc, qu'un groupe de religieux ou des églises, des ministères se réunissent. J'ai vu mon frère respectueusement à l'évêque Dodo Kamba, par exemple. Nous avons vu qu'il a créé une dynamique. Avec, nous les respectons. Et nous avons reçu. Et nous discutons normalement parce que pour nous, on ne peut pas empêcher aux Congolais de s'organiser en groupe. Ok, ils peuvent avoir un groupe de 6-7 leaders. C'est tout à fait normal. Avant de prendre ce dernier dossier, Pasteur Eric Senga, les hommes de Dieu sont respectés quand même à travers le monde parce que chaque confession a quand même des fidèles. Mais les spectacles que vous offrez aujourd'hui au peuple congolais, vous en êtes fiers? Alors, cette question, s'il existait déjà la démarche ECC Senko, l'évêque Dodo Kamba qui a créé son initiative, la CIME, les plateformes de la confession, et toutes ces personnes sont serviteurs de Dieu, sont pasteurs, évêques et autres. Pourquoi ne se sont pas directement alliés à l'initiative ECC Senko? Alors la question est de savoir, n'est-ce pas une preuve contre vous-même? Personne ne voit une autre partie crédible par rapport à sa position. Ou vous avez des agendas cachés? Je réponds vraiment rapidement en 3 temps. Premier temps, nous ne devons pas craindre la pluralité des organisations religieuses. Parce qu'elle est constitutionnellement garantie. Ok? Le pays est laïque. La laïcité, c'est aussi la pluralité ou la diversité. Donc, c'est là que je disais, qu'il y ait des confessions religieuses que nous appelons plateformes, qui s'organisent, c'est de leurs droits et nous les respectons. Qu'il y ait une autre dynamique qui naisse de l'autre côté, nous avons aussi l'obligation de le respecter. N'est-ce pas parce que vous n'êtes plus crédible? J'en viens. D'abord, ça c'est important, pas seulement sur cette question du pacte, mais de manière générale. C'est pour dire que dans la société, on ne doit pas craindre la pluralité, c'est constitutionnellement garanti. Maintenant, deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant, c'est là que je rencontre votre préoccupation, il nous revient maintenant comme religieux d'être attentifs à la critique de la société, aux interpellations de la société, pour nous dire, mais attendez, si nous avons des questions d'intérêt commun, n'y a-t-il pas moyen de fédérer nos efforts, si en tout cas nous les voulons bien, ou même si nous allons dans le sens opposé, mais que ça ne donne pas l'impression à la société qu'il y a des agendas cachés, ou qu'il y a des divisions. Ça ne nous honore pas. Et ça, c'est une critique que nous encaissons. Et nous disons, c'est là où, quand je parle du pacte social, nous insistons toujours en disant, y compris les religieux, nous avons une lourde responsabilité sur ce qui arrive dans ce pays. Il n'y a pas que le politique, il y a aussi les religieux. Donc pour nous, le pacte social doit être aussi l'occasion où les religieux se regardent en face, se disent les vérités. Vous voyez, il n'y a pas que chez les religieux. Maintenant, il y a aussi au niveau des autorités traditionnelles. Donc, au fait, c'est ça l'image de la fracture, du renversement de notre mythe fondateur. Lorsque les symboles d'autorité commencent à s'écrouler dans une nation, ça devient dangereux. N'oubliez pas qu'on a 4 symboles. Les symboles du pouvoir politique,
incarné par le chef de l'État, c'est pourquoi on l'appelle garant de la nation. Il y a le symbole du pouvoir spirituel ou religieux, incarné par les confessions religieuses. Qui n'inspirez plus il y a confiance le symbole du pouvoir scientifique, incarné par les savants, qui sont les professeurs, voyez-vous. Et puis, il y a les symboles du pouvoir social, que nous pouvons voir incarné par la femme, le jeune. Donc, c'est comme ça que dans une collectivité, la femme est revêtue d'un pouvoir. On ne peut pas la violer, on ne peut pas la déshabiller ou l'humilier parce qu'elle incarne aussi un symbole du pouvoir. Donc, il faut éviter de renverser les symboles du pouvoir dans la nation. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier de Info 7. Il était dans un premier temps prévu que des mesures de confiance soient prises immédiatement après la signature de la déclaration de principe. Mais dans la faisabilité, ça s'est avéré être un exercice assez complexe à réaliser. C'est comme ça que la médiation a préféré que nous puissions l'identifier comme un principe général qui va encadrer l'accord de paix qui sera très prochainement signé. Et cela va consister à ce que, de part et d'autre, nous puissions poser des actes qui vont renforcer la confiance de la volonté des parties à mettre en application l'accord de paix. Il pourra s'agir, par exemple, de la libération de prisonniers de part et d'autre. Nous savons par exemple que nous avons des vaillants FARDC et même certains de nos concitoyens civils, acteurs responsables de l'administration publique, acteurs politiques et même défenseurs de droits de l'homme qui se trouvent dans des conditions de détention. Certains sur le territoire national congolais, d'autres à l'étranger, pour ne pas dire au Rwanda. Ça pourra faire l'objet de cela, c'est-à-dire leur relaxation de part et d'autre. D'autres qui se trouvent ici entre les mains de la justice de la République démocratique du Congo. Il s'agira aussi de toutes ces questions de nos territoires occupés et du retrait des forces belligérantes qui contrôlent ces territoires. Et sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le deal USA-RDC sera bientôt signé pour couronner toute la démarche de voir les minerais congolais exploités dans un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis, et ce, sans intermédiaire. Cela au profit du peuple congolais qui sera en train de reconquérir la paix sur son territoire. Les propos de Monseigneur Ambongo parlant du deal, il a parlé d'un deal occulte entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et pourtant, l'accord, comme tout le monde le sait, le deal n'est pas encore signé. Comment peut-on parler d'un deal lorsque tout le monde sait, ça a été annoncé, que le chef de l'État se rendra aux États-Unis pour signer? Au nom de l'UDP Tshisekedi, nous exprimons notre profond étonnement face à de telles allégations qui non seulement manquent de fondement, mais risquent de compromettre les efforts de coopération internationale en cours pour rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, en ce qui concerne une prétendue ingérence étrangère dont le cardinal a parlé, je disais il n'y a pas longtemps aucun accord
encore moins secret, n'a été conclu par le gouvernement congolais avec les États étrangers en violation de la souveraineté nationale. Toute coopération sécuritaire ou diplomatique entre la RDC et ses partenaires internationaux s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales ou multilatérales, légales et transparentes. Alors, pasteur Eric Senga, vous aviez bien parlé de l'initiative de l'accord des principes de Doha et puis Washington. Et aujourd'hui, comme certains politiques qui présentent le pacte social comme une solution pour une paix durable. Alors, la question est de savoir pourquoi seulement les opposants? Je pense que vous êtes conscient que le régime en place, certains membres de l'Union sacrée de la nation n'ont pas confiance à votre démarche. Mais alors pourquoi nous sommes en train de travailler avec l'équipe de la présidence, madame? Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, ça il faut l'avouer, entre janvier jusqu'en juillet. Ça il faut l'avouer. Il faut l'avouer parce que le contexte n'est pas le même. Le contexte est dynamique. Même les concepts évoluent dans la dynamique du contexte. Donc, ici, nous reconnaissons qu'il y a eu beaucoup de turbulences. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, peu à peu, nous commençons à converger vers la même compréhension. C'est pourquoi nous saluons la grandeur des uns des autres. Parce que vous parlez du côté pouvoir. Mais je vous dis, madame, admettons qu'aujourd'hui, le pouvoir nous accepte. Il dit non, non, c'est les pactes. Nous nous tournons du côté Goma et opposé. Il dit non, 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 non. Nous, on ne veut plus de ça parce que c'est une initiative corrompue. On aura atteint quel résultat? Donc, il faut que l'on comprenne, notre approche est axée sur les résultats. Nous sommes dans une situation de conflit. Pas seulement des conflits, mais des conflits armés. Non, vous n'êtes pas utilisé par les ennemis du pays. Hein? Les conflits armés. La tâche est assez délicate pour nous. C'est pourquoi même les mots, nous les choisissons soigneusement. Nous n'avons pas seulement besoin d'avoir la confiance du président Tshisekedi. Nous avons aussi besoin d'avoir la confiance de M. Martin Fayulu, de M. Moïse Katumbi, de M. Joseph Kabila, de la société civile, des jeunes. Nous avons été avec les jeunes la semaine passée. Mais ils nous ont formulé des observations de fond. Vous dites que les opposants sont d'accord avec nous, parfois nous en rigolons. Mais vous n'imaginez pas combien nous avons été chargés par les opposants. Ah bon? Du fait de considérer que cette initiative visait à donner des béquilles au régime. Alors que certains estiment que cette initiative, c'est pour faire partir Félix-Antoine Tshisekedi, avoir une transition sans Tshisekedi. C'est ça la beauté de la vérité. Parce que chacun croit la vérité à partir du point où il se trouve. Parce que quand vous voyez, c'est ce que John Rawls appelle la théorie du voile. C'est-à-dire quand vous êtes ici, couvert par le voile, vous faites des mauvaises projections sur l'avenir et vous faites des bonds vers l'inconnu. En réalité, les gens ne comprennent pas que c'est extrêmement délicat, pas seulement au niveau national, même au niveau international. Vous n'imaginez pas la rivalité qu'il y a. Nous nous vantons, nous félicitons pour l'accord de Washington. D'accord. Mais savez-vous que dans cet accord, l'Europe est mise de côté en tant que garant? Et vous pensez que ça arrange les Européens? Donc, il faut que les Congolais comprennent d'abord quels sont les vrais enjeux autour de ces conflits. Nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Ça implique plusieurs niveaux. Et pourquoi Washington, aujourd'hui proche de Doha? Qui a entendu parler du Qatar toutes ces dernières années? Comment subitement c'est Qatar? Mais personne ne s'interroge. Personne ne pose des questions. Tout le monde, Doha, 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 Doha. Parce que c'est ça notre faiblesse comme Congolais. Quand vous analysez de manière critique, on vous dit vous êtes traître, vous n'aimez pas, alors que le philosophe n'a pas le rôle de plaire ou de satisfaire, mais de faire questionner et de faire réfléchir. Nous sommes aussi philosophes, nous sommes théologiens. Notre rôle, c'est l'éveil des consciences. C'est-à-dire, parfois, les gens confondent l'éveil des consciences avec la traîtrise ou la mauvaise foi. Moi, mon rôle n'est pas de venir satisfaire, je ne ferai jamais les djalelo. Mon rôle, c'est de soulever des questions de fond pour vous pousser à réfléchir. Doha, j'en veux bien, mais pourquoi seulement maintenant Doha?
On n'a jamais entendu dans l'histoire éloignée ou récent de notre politique l'apport ou l'implication directe du Qatar. Pourquoi aujourd'hui? C'est une bonne chose, d'accord. Mais est-ce qu'il faut rester sur les évidences premières? Non. Nous avons le rôle de secouer les fondements des évidences premières pour parvenir au fondement de la validité de la vérité. Et quand on va se dire que ce vrai, ça soit réellement vrai, et cette vérité doit résister à la falsification et à toutes sortes d'oppressions. Aujourd'hui, les voix continuent à s'élever pour demander pourquoi hier les CC Senko pompaient autant de communiqués à chaque fois qu'il y avait des tueries dans la partie SM. Depuis un temps, vous voyez par un silence. C'est le silence qui justifie justement notre rôle de médiation. La posture. Donc vous ne pouvez pas compatir avec les familles qui continuent à perdre des proches. Nous avons nos églises sur place. La compassion ne se limite pas dans les communautés ou dans les communiqués. Je rappelle que les morgues, pour la plupart, les hôpitaux qui accueillent ceux qui sont en souffrance sont aussi des hôpitaux protestants, sont des morgues protestantes, sont des structures sociales de l'église protestante et catholique. Donc, notre apport dans la résolution de cette crise ne se limite pas au niveau des communiqués, madame. Nous avons des structures qui accompagnent la situation de terrain. Nous avons des équipes qui travaillent pour faire le monitoring à des risques les plus élevés. Nous avons des plaidoyers au plus haut niveau pour interpeller les organisations qui ont la charge des questions humanitaires et ceci. Donc la compassion nous interpelle. Au moins, un bon matin, les Congolais se réveillent, on voit cette photo de l'archevêque de Lubumbashi en train de rire aux éclats sous le sol où les Congolais sont en train de tomber, sont en train de vivre dans une peur qui ne dit pas son nom. Et entre-temps, vous parlez de plaidoyer, diplomatie. Mais vous savez, moi, je ne sais pas interpréter. Pour cette fois-là, je n'étais pas là. Mais vous avez quand même vu cette photo. Oui, c'est là que je veux dire. C'est quand même assez difficile dans une situation. Moi, je comprends, hein, sur le plan des perceptions, on comprend les avis des uns des autres. Mais autant il faut comprendre que ceux qui sont de l'autre côté, quand ils entendent que nous disons, nous sommes en discussion avec l'équipe de la présidence, vous n'imaginez pas combien on nous taxe des traîtres. Vous n'imaginez pas combien certains disent, est-ce qu'il y a encore la crédibilité de nos pères spirituels? Ne sont-ils pas achetés? Donc c'est ça la délicatesse de la situation. Donc ici, je pense, rire ou ne pas rire, parler ou ne pas reparler, ne devrait pas constituer des raisons fondamentales. Il faut dépassionner les débats. Le plus important, c'est comment nous faisons ensemble pour parvenir à la paix. Chacun de nous a une contribution. Nous avons l'accord de Washington. Nous aurons certainement, Dieu aidant, l'accord de Doha. Ce sont des acquis. Nous avons le pacte social. Nous avons la médiation africaine. Nous avons la dynamique nationale. Il faut améliorer les contextes. C'est ça notre recommandation. Je voudrais terminer par là. Nous voulons que ces contextes, ces mois d'août soient consacrés. C'est ça l'appel du Père spirituel de nos deux églises. Il faut privilégier les contextes de paix, de confiance, d'harmonie, pour que le dialogue devienne possible. Évitons tout ce qui est en train d'envenimer la situation. Des discours, des provocations, des interprétations, des exagérations qui ne sont pas de nature à aider la paix à se construire. Aujourd'hui, au-delà des discussions politiques, du jeu politique, des tiraillements politiques, il y a un peuple qui souffre. Il y a l'âme d'une nation qui est blessée. Il y a un avenir qui est mis en mal. Il y a un destin qui est menacé. Donc, si nous pouvons aller à ce niveau pour comprendre, ce n'est pas parce que M. Nsenga dit ce qu'il raconte, non, c'est parce que nous devons arriver à la vraie et la bonne solution. Alors, pasteur Eric Senga, vous avez parlé de la paix, cet appel, mais entre-temps, alors qu'il y a cette démarche dans le cadre du pacte social pour la paix, il y a quand même de procès ouverts en RDC, notamment le procès Moutamba et puis le procès contre l'ancien président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En un mot, parce que nous sommes pratiquement à la fin, que pense l'Église du Christ au Congo et la Senko qui sont aujourd'hui engagés pour ce dialogue où nous devons voir les Congolais se regarder en face, se parler pour que la paix soit établie dans l'Est du pays? Notre approche ne vient pas substituer l'État, ni empêcher les institutions de l'État de fonctionner normalement.
C'est-à-dire la justice peut faire son travail normalement en dépit d'un dialogue ou quoi que ce soit. Par ailleurs, ça crée quand même une par ailleurs, c'est là que j'en viens. Ça, c'est d'abord le principe. Okay. Le principe, c'est que l'État fonctionne avec toutes ses institutions, y compris la justice. Par ailleurs, il faut simplement éviter, si c'est cela le cas ou si ce n'est pas le cas, ce qu'il y a à éviter, c'est qui est l'instrumentalisation. Alors, il faut maintenant prouver que ce qui est fait est dans la légalité ou non. Mais la légalité ne suffit pas seulement dans un contexte aussi sensible, mais il y a aussi la question de la nécessité, il y a aussi la question de l'opportunité. Est-ce que tel acte qui est posé est-il opportun pour contribuer à la paix? Parce qu'une question peut être une vérité des droits, mais inopportune par rapport à la stabilité et à l'ordre public. C'est comme ça que même quand les juges statuent, il peut rendre un jugement en tenant compte du contexte sociopolitique. Parce que si l'acte ou la décision de justice ne contribuera pas à la paix, ne restaurera même pas l'image de la justice, mais va plutôt favoriser des critiques ou l'irrationalité procédurale, le juge peut apprécier l'inopportunité de l'action. Donc, moi, je ne suis pas le juge, je ne suis pas non plus le ministère public, mais je donne un avis technique pour dire le plus important, la paix, nous devons construire les attitudes de la paix, nous devons envisager le contexte d'apaisement et des mesures de confiance pour donner la chance à la paix. Le pacte social accepté à l'extérieur du pays, en RDC, vous demandez aux Congolais de vous accompagner alors que vous continuez à recevoir l'argent venant même de ceux qui agressent les Congolais. Nous n'avons jamais reçu, j'ai entendu ces bruits dans non, tous vous les n'avez pas entendu, mais c'est l'archevêque de Lubumbashi qui l'avait dit haut et fort. Il n'a jamais dit, j'ai posé une fois la question à vos consoeurs, j'ai dit, vous faites une analogie herméneutique. Vous partez d'un postulat et vous donnez le contenu de votre compréhension aux faits et à la vérité. Et la question était clairement posée. Monseigneur a parlé du traitement. Et le traitement ne signifie pas financement. Donc, sur cette question, on a déjà largement répondu. Et encore une fois, j'insiste aujourd'hui, aucun pays, parce que si on a besoin de financement, ce n'est pas au Rwanda qu'on va chercher. Nous avons des partenaires traditionnels. Si nous avons vraiment besoin de financement, ce serait peut-être l'Union européenne. Donc, c'est l'Union européenne qui vous accompagne? Non, aucun pays, compris l'Union européenne. Mais d'où tirez-vous tous ces fonds? Mais nous sommes des institutions, madame. Ah, vous prenez l'argent de vos nous caisses? Nous sommes des institutions. C'est ça même l'essence de l'organisation. Ça prouve que nous sommes bien organisés, nous sommes gouvernés. Même pas de la RDC, la présidence ne vous a rien donné dans toutes ces démarches? Peut-être les étapes qui vont suivre, je crois. Mais jusque-là, comme nous étions encore en phase des consultations, c'était pour présenter l'initiative. Le gouvernement n'a pas encore formellement. Mais je ne vois pas pourquoi il va refuser. Je ne vois pas le gouvernement refuser de le faire lorsque les choses vont être... Ce sont des démarches financées 100%. La première étape était essentiellement consacrée aux réunions, à la mise en place des outils et aux consultations. Ces étapes ont été préfinancées par nos propres institutions. Merci bien, pasteur Eric Senga. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Alors, si vous êtes demandé de conseiller les institutions du pays, le Congolais, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire? L'amour, le pardon et le destin. Ce sont les trois mots qui doivent nous caractériser. L'amour des uns et des autres, le pardon comme la force qui libère et le destin comme l'intérêt le plus supérieur. L'examen d'État, c'est déjà pour demain. Vous avez prononcé de belles paroles pour les finalistes de votre communauté. Nous avons prié pour eux, nous avons prié. C'est toute la RDC qui est en train de vous suivre. Nous prions que tout se passe bien, pas de maladie, pas de mauvais accidents, pas de cas de tricherie, pas tout ce qui peut déranger la quiétude des enfants et surtout ce sont des cadres que nous préparons. C'est cela aussi le cas. Le pacte social, c'est l'intelligence de demain, c'est le cerveau collectif de demain. Nous prions que le Seigneur les accompagne, surtout sur le plan de santé mentale et physique, pour qu'ils passent au mieux ces épreuves. Merci bien, pasteur Eric Senga, d'avoir répondu à nos questions. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. C'est à moi de vous remercier et merci à tous vos téléspectateurs. Merci à vous, madame, messieurs. Alors, bonne chance à tous les finalistes et surtout à ceux qui sont dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Alors, je pense que vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas de nous contacter, de nous écrire par des voies habituelles. Et c'est complètement fini pour Info 7. Je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.